poursuivre par les communications. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Mme Irma Henry, les remerciements de Mme Muller-Marie pour l'attention témoignée à l'occasion de son 90e anniversaire, les remerciements de l'association familiale d'aide à domicile de Moselle pour la subvention attribuée pour l'exercice 2014, le courrier adressé au président de la SPPN le 23 septembre 2014 notifiant l'opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale au président de la SPPN dans les domaines de l'assainissement, de la collecte des déchets ménagers, de la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage et de la voirie et de l'habitat. Voilà. C'est une décision que nous avons prise finalement ensemble, les maires de l'intercommunalité. Nous n'avons pas souhaité transférer ces compétences à la communauté de communes, enfin en tout cas pas au président de la communauté de communes, non pas que nous soyons juridiquement avec lui, mais nous souhaitons conserver la main sur ces différentes opérations. Ensuite, la mise en place de la collecte multiflux au début février 2015, donc il y aura une large information qui sera réalisée, il y aura des réunions publiques, donc tout sera fait dans les règles de l'art, comme ça s'est fait dans les autres communes. Ensuite, les arrêtés numéro 2014 DCTAJ 055 et 058 modificatifs des 8 et 16 septembre 2014 portant modification des circonscriptions administratives territoriales des communes de Saint-Avold et de l'hôpital. Donc c'est la fin d'une saga qui a duré 13 ans, puisque nous avons démarré cette opération en 2001, en accord avec la commune de Saint-Avold. Il s'agit des 3 maisons SNCF situées au bas de la rue de Limoges et qui sont sur le territoire de la commune de Saint-Avold. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, vont voter à Saint-Avold, mais et payent toutes leurs taxes sur Saint-Avold, mais c'est nous qui ramassons les ordres ménagères, c'est nous qui fournissons l'eau, c'est nous qui fournissons l'électricité, etc. Donc il fallait bien à un moment donné régulariser, et après moult et moult péripéties, hein, je ne sais pas combien de fois on a délibéré ici, sur cette question-là, l'arrêté vient enfin d'être pris, donc l'arrêté concernant la modification des limites territoriales entre Saint-Avold et l'hôpital. Ce n'est pas très grand, ça concerne quelques arts. Donc nos communes s'agrandissent sans que nous ayons eu à faire la guerre. Enfin, le courrier de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, informant que le comité technique spécial départemental réuni le 3 septembre 2014 a prononcé l'attribution du 3e poste maternel à l'école primaire Pierre Philips. Ce qui est déjà bonne nouvelle, mais on a pris garantie que ça puisse durer en tout cas. Une 3e classe maternelle a été ouverte à l'école Pierre Philips. Et je voudrais dire 2 mots pour terminer du courrier que M. Reichstadt nous a adressé le 17 septembre, concernant un petit point qui est important quand même, c'est celui qui concerne les 78 000 €, puisqu'il nous est demandé où sont passés les 78 000 € de la subvention. Donc je vais m'expliquer là-dessus quand même, c'est qu'il faut savoir que dans le cadre du pacte du Conseil général, lorsque un des projets, et c'était le cas chez nous, dépasse la moitié du montant du pacte, le pacte pour nous, je rappelle, était pour les 3 ans de 320 000 € et des poussières. Ce projet dépasse la moitié de l'enveloppe. Le Conseil général local peut alimenter la subvention de 15%. Et à cette seule condition, le président, lui, alimente de 20%. Mais comme notre Conseil général n'a pas abondé, eh bien, le président du Conseil général n'a pas abondé non plus. Donc, les 78 000 €, M. Reichstadt, viennent de là. Et quant à savoir qui va les payer, c'est nous. Ce sont les administrés de l'hôpital. Voilà. C'est tout simple à comprendre, parce que la subvention que nous attendions n'était pas de 180 000 €, elle était de 230 000 €, et nous avons en main des documents qui proviennent du Conseil général, avec la répartition des 181 000, plus les 20%, plus les 15%. Voilà. Quant à savoir pourquoi ça a été refusé, avant de partir, je vous donnerai une copie du courrier, puisque vous dites toujours que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il y a un courrier. Alors si vous pouvez trouver le début du commencement de l'explication expliquant ce refus,
je suis preneur. Voilà, si vous voulez bien faire passer à M. Reichstadt, un document d'ailleurs très ambigu dans la mesure où il est signé par un fonctionnaire et pas par un élu. Ça ne s'est jamais vu. Voilà. En tout cas, et pour compléter l'information, si nous n'avions pas entamé le recours auprès du tribunal administratif, puisque vous nous dites dans ce courrier, M. Reichstadt, que vous auriez voté contre, eh bien les 180 000 étaient perdus aussi. On aurait tout perdu. Donc ce que vous souhaitiez, vous, c'était perdre la totalité de la subvention. Nous avons réussi, grâce à notre action auprès du Conseil général, à récupérer 180 000 euros. Pour une raison simple, toute décision administrative est sujette à une requête auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Vous savez, puisque pour les recours que vous avez déposés vous-même, 2 d'ailleurs, contrairement à ce que vous dites dans votre courrier. Au départ, c'était un recours qui a été transformé en 2 parce que vos avocats parisiens ont pensé qu'ils pourraient gagner au moins. Alors l'un, effectivement, est lié au délai de recours, il fallait le déposer 5 jours après, mais l'autre est sur le fond. L'autre qui est sur le fond porte sur le droit local. Mais bien sûr, les avocats parisiens de votre parti ne connaissent peut-être pas le droit local. Voilà ce que je souhaitais dire en communication. Nous pouvons maintenant passer au point à l'ordre du jour. Le premier point concerne les délégations. Conformément aux dispositions des articles L2122 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le Conseil municipal en date du 19 juin 2014. Tout d'abord, signature du marché 1-2014, travaux d'assainissement, amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement, essai et contrôle de réseau neuf, secteur Petit Pont et rue de Sarlouis, montant 2 905 € hors taxe, l'entreprise qui a été retenue et l'entreprise SCOR à Folcomont. Ensuite, signature du marché 2-2014, travaux d'assainissement, amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement, phase 5, réseau et collecte rue de Sarlouis, montant de 86 074 € hors taxe, entreprise SNTPF de Saint-Avold. Voilà, tout ça concerne l'amélioration de notre réseau d'assainissement. Pour une partie, ça constitue un choix politique. Pour l'autre partie, en particulier pour ce qui concerne la rue de Sarlouis, ce n'est même pas un choix politique, c'est imposé par l'État, puisqu'il y a des maisons dans ce secteur qui étaient reliées à la coterie, mais comme la coterie est en phase de démontage, eh bien, on est bien obligé de raccorder l'ensemble de ces réseaux sur le réseau communal, pour ce qui concerne la collecte, et intercommunal, pour ce qui concerne les évacuations. Voilà, donc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète, malheureusement dans notre commune, pendant de très très nombreuses années, on n'a rien fait au niveau de l'assainissement. On a maintenant commencé, la cité colline s'est entièrement fait, Bois Richard maintenant je pense qu'on est tranquille, donc le bassin d'étalement est réalisé, le bassin de dépollution est en cours de réalisation, tout cela devrait être prêt avant l'hiver pour que à la fois les habitants du Petit Pont ne soient plus inondés et que les habitants, certains de la cité de Bois Richard, ne voient plus leur cave inondée. Évidemment, ça a un coût. Ce coût est répercuté, je vous l'ai expliqué, sur la partie assainissement du prix de l'eau. Et M. de Reichstadt, pour votre information, le prix du mètre cube à Merlebach n'est pas de 2 € et je ne sais pas combien, ce qui est complètement fantaisiste. À Merlebach, il est de 4,73 €, tout comme en gros, donc supérieur à ce qu'il est à l'hôpital. Ça, c'est pour votre information. Voilà, on peut passer au point numéro 2, qui concerne le règlement intérieur du conseil municipal, et je passe la parole à M. Thiel. Vu la délibération du 16 avril 2014.7 portant adoption du règlement intérieur du conseil municipal, il vous est proposé de modifier ce règlement intérieur de la manière dont vous avez pu vous en imprégner par les diverses 5 points concernés. Donc on va, je vous propose de vous donner lecture des 2 premiers points, mais pas des 3 suivants, puisque les 3 suivants concernent les suppressions d'articles et après on pourra en dire. Donc c'est un dépoussiérage, on va dire un dépoussiérage d'automne du règlement intérieur, ça ne change pas grand-chose, simplement on est plus en conformité avec la réglementation. Donc l'article 13b,
Il convient à présent de lire à cet article, à la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Cet article modifié des examens est conforme à l'article L2121-18, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. Donc on est en conformité avec les textes officiels. L'article 21A, je ne vous donne plus non plus lecture de l'ancienne formulation, je vous lis la nouvelle. Le Conseil délibère sur les affaires dans l'ordre de leur inscription prévue dans la lettre de convocation. Il ne peut s'écarter de cet ordre du jour ni enrayer un point qu'avec l'assentiment de la majorité des membres présents ou représentés. Le maire a la faculté de renvoyer une affaire en commission pour obtenir un complément d'information. Voilà, ça c'est les deux nouvelles moutures des articles 13b et 21a et on vous propose de supprimer purement et simplement l'article 37, l'article 42 et l'article 54. Vous avez 5 jours de délai pour relire dans vos archives le règlement intérieur, mais bon, moins on réglemente, plus on autorise. Donc voilà, je vous propose de mettre aux voix ces modifications. Voilà, des interventions, des remarques. Monsieur Reichstadt. Ouais, je voulais juste demander, donc il n'y aura plus jamais d'ordre du jour qui va se rajouter au moment de la séance, quoi. Rien dans le texte ne l'interdit. Ça a été supprimé quand même. Mais rien dans le texte n'interdit. Par définition, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ok. Donc on revient au même texte, quoi. C'est pas une grosse modification. Ouais, non, c'était juste pour savoir. On va dire que c'est une modernisation. Ouais. Simplification. Simplification. Voilà, pas de question. Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à la modification de ces points? Personne. Qui s'abstient? Donc 4, 5 abstentions. Donc je reste à 2, M. Villemin 2 et Mme aussi. Merci. Nous passons au point suivant, le point 3, validation du règlement de la cantine scolaire. Décidément, nous sommes beaucoup dans les règlements aujourd'hui. Alors, je voulais juste vous préciser que ce règlement il a été élaboré au sein d'un groupe de travail qui s'est réuni 2 fois, donc au cours du mois de juin et fin août. Groupe de travail qui était constitué de l'ensemble du personnel concerné par la cantine scolaire. On a pu se féliciter de l'existence, donc on a la chance d'avoir des cantines scolaires de très très bonne qualité à l'hôpital. Et évidemment, on ne s'est pas réuni pour rien, on a dégagé quelques axes d'amélioration, notamment les modalités d'inscription, la prise en charge des élèves dans les écoles par le personnel communal, ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on a ressenti besoin de tout consigner dans un règlement pour que tout personnel concerné soit appliqué les mêmes règles. Donc la commune de l'hôpital met à la disposition des enfants scolarisés dans les écoles élémentaires Joseph et Pierre Philips et au collège François Rabelais un service de restauration situé au foyer Gaston Berne et fonctionnant les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant toute l'année scolaire. L'encadrement et la surveillance des enfants est assuré par le personnel municipal, comme le précise le dit règlement. Ce règlement sera remis et pourra être lu par les parents afin qu'il soit correctement appliqué et que les enfants prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs envers les autres. Ce document sera affiché au restaurant scolaire et sera consultable au bureau de responsable de la cantine, M. Ruchat, à la maison des associations. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ce règlement intérieur. Voilà, chacun a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques sur le règlement intérieur? Pas de remarques, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce règlement? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous arrivons au point numéro 4, donc modification de la convention de transfert aux compétences, l'instruction des documents d'urbanisme
de la DDT de Sarreguemines vont être supprimés, alors pas seulement Sarreguemines, partout. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre assure la compétence urbanisme. Alors, nous faisons partie du SCOT, du Val de Rossel, qui regroupe, je le rappelle, 4 intercommunalités, la communauté d'agglomération de Forbach, la communauté de communes de Frère-Merlevac, la communauté de communes du Pays Navorien et la communauté de communes du Varnt avec Kreiswald. Eh bien, pour ce qui concerne la communauté de communes du Pays Navorien, nous avons souhaité que ce service ne soit pas assuré par le SCOT, mais soit assuré par le Pays Navorien lui-même. Et cela à compter du début de l'année prochaine. Simplement, le maire n'abandonne pas ses compétences pour ce qui concerne la signature des permis de construire, mais aurait pu abandonner un certain nombre de compétences. C'est ce que nous avons fait, et ici apparaissent les compétences qui vont être abandonnées à l'intercommunalité, l'instruction des permis de construire. Alors ça, on le faisait ici, mais l'examen approfondi du permis était fait par la DDT, sera fait maintenant par la communauté de communes, un service qu'il va falloir créer, qui n'existe pas encore. Même chose pour le permis d'aménager, même chose pour le suivi de chantier. Toutes les autres dispositions de l'urbanisme continuent à être exercées ici dans notre mairie. En particulier, tous les travaux non soumis à permis de construire sont instruits ici et réglés ici. Donc on a transféré véritablement ce qu'on ne faisait déjà pas auparavant. Voilà de quoi il s'agit, et je vous demande donc d'annuler la convention précédente, parce qu'on en a déjà présenté une, mais qui était incomplète, et de m'autoriser à signer la nouvelle convention à intervenir. Voilà des questions. Voilà, c'est le suite de la loi Allure 2014-2014. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette modification? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant, numéro 5. Demande d'acquisition par un particulier d'une parcelle communale. Je passe la parole à M. Muller. Le conseil municipal est informé de la demande d'un particulier qui souhaite acquérir une parcelle communale au droit de son habitation rue de Saint-Avold, une contenant de 0,48 ar, soit 48 centiards, et cadastrée bon de l'hôpital, section 4, numéro 197, délaissée du domaine public communal intégré dans le domaine privé de la commune. En échange de la parcelle cadastrée bon de l'hôpital, section 4, numéro 192, une superficie de 0,13 ar, soit 13 centiards. Cet échange ne pourra se faire qu'après enquête publique portant sur le déclassement de la parcelle communale du domaine public de la commune vers le domaine privé communal. Le conseil municipal est appelé à se prononcer quant à l'échange du terrain proposé qui se fera sans versement de ce solde, à donner son accord quant à la mise en place de l'enquête publique. Voilà. Même quand il s'agit d'un petit sur le terrain, comme on est dans le domaine public communal, on est obligé de passer par une enquête publique pour faire passer ce terrain dans le domaine privé communal. Voilà, qui est situé au milieu de la rue de Saint-Avold, un petit carrefour, c'est un tout petit terrain qui est véritablement, qui aurait pu être entretenu par les services communaux et qui demain sera entretenu par le particulier qui demande la cession. Voilà, des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce point? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 6. Donc, on est à la disposition d'une parcelle communale, du domaine privé de la commune. Je repasse la parole à M. Muller. Le conseil municipal est informé de la demande de M. Konechka Jean-Marie, demeurant 14 rue de la Concorde, qui souhaite entretenir la parcelle communale dans de l'hôpital section 25, parcelle 50, située à côté de sa propriété. M. Konechka sollicite l'autorisation pour enlever la barrière qui condamne l'accès sur la rue de la Concorde afin de pouvoir y garer sa camionnette. Il est précisé que ce terrain communal est brevet d'une servitude EDF, ouvrage souterrain moyenne tension. Voilà. Donc c'est un terrain qui est à l'heure actuelle entretenu par les services
plans d'occupation des sols. Afin de remédier à ce vide juridique, il est prévu une procédure de révision du POS pour transformation en PLU qui nécessite une durée de 30 mois. Les POS qui n'auront pas été transformés en PLU avant le 31 décembre 2015 seront alors caduques et les règles générales d'urbanisme, RNU, s'appliqueront dans la commune. Donc ça veut dire concrètement que la municipalité, les élus, le maire perdent la main sur l'organisation urbanistique de la commune, ce que personne ne souhaite, je pense. Donc, nous allons être contraints de passer par une opération de révision de ce poste, ou plutôt de transformation du poste en PLU, plan local d'urbanisme. Et donc, aujourd'hui, il vous est demandé l'autorisation d'engager la procédure de passation du poste en PLU. Il s'agit d'un accord de principe, parce qu'avec cet accord de principe, nous pourrons lancer les appels d'offres. Il va falloir ensuite trouver un organisme qui sera chargé de faire ces travaux, sachant que tout ça doit être réglé avant mars 2016, et donc on a intérêt à s'y prendre tout de suite pour que, effectivement, nous soyons dans les délais et que ce PLU puisse être adopté avant cette échéance limite de mars 2016. Hein, vous voyez, il faut 30 mois, on va préciser ici. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'engagement de cette procédure? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 8. Location du bâtiment, alors on l'a appelé anciennement ESPOL, situé 50 ans depuis 2, parce que les anciens bâtiments depuis 2 ont été affectés autrefois de lettres, mais ces lettres ont varié au cours du temps. En tout cas, le petit bâtiment en briques rouges à l'entrée des services techniques s'appelait le bâtiment M. Le suivant, dont il est question ici, mais je pense que chacun sait de quel bâtiment il s'agit, avait la lettre N. Moi, j'étais en train de persuader que c'était B, mais enfin bon, c'est N. Maintenant, ils sont revenus sur I. Bon, alors voilà. Rappelons ce bâtiment, le bâtiment anciennement ESPOL, et chacun saura de quoi il s'agit. Je passe la parole à Mme Bellet. C'est pas qu'on ne sache pas comment s'appelle le bâtiment, c'est que les services fiscaux ont leur mot à dire également et les baptisent eux aussi. La commune de l'Hôpital est propriétaire du bâtiment anciennement ESPOL situé au 59 rue de la Gare au Puy 2. Cadastré section 12, parcelle 54 d'une surface de 34 A, 23, je connais les centières, et de 286 m² pour le bâti. Cette structure respecte les normes actuelles d'habitabilité et se trouve vacant. Il est proposé au conseil municipal de louer ce bâtiment pour héberger le projet de maison d'assistant maternel au bonheur des villes. 4 personnes, parmi lesquelles une éducatrice, une auxiliaire de puériculture et 2 agents titulaires du CAP Petite Enfance, seront chargés d'accueillir prioritairement les enfants du personnel Total Archéo. Le bail de location est conclu pour une durée de 9 ans avec une révision tous les 3 ans. Le bâtiment est mis à disposition gratuitement jusqu'à l'ouverture de la structure. À compter de l'ouverture de la structure, le loyer mensuel est fixé à un montant de 800 €, l'eau, l'électricité et le chauffage étant à la charge du locataire. La recette correspondante sera imputée au chapitre 752 du budget. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est un projet qui est en train de se monter. On n'a pas encore l'assurance complète aujourd'hui qui va effectivement être réalisée. Il se fait à l'initiative de cette association, de ces personnes, pour héberger des enfants du personnel Total et Arkema, et les entreprises évidemment participent, on l'espère, participent aux travaux qui sont à réaliser et au fonctionnement ensuite. Donc nous, finalement, commune, on met simplement les locaux à disposition et on les a mis en partie aussi en conformité sur le plan de la sécurité. Voilà. Et donc il semblait raisonnable de ne réclamer le loyer qu'à partir du moment, bien sûr, où cette affaire sera effectivement opérationnelle. Et
2001, il était déjà loué à 1600 €. Oui. Ah bah, monsieur Rachad, si vous trouvez aujourd'hui quelqu'un qui peut le louer à 1600 €, je suis preneur. Non, mais c'est- Non, mais la raison sociale n'est pas du tout la même non plus. Quand c'était Espol, c'était quand même l'industrie qui payait. Là, il s'agit d'une mission sociale qui est payée par les parents. Je pense qu'on a le droit d'être un tout petit peu social. Oui, alors qu'en plus, un certain nombre de travaux de mise en conformité seront pris en charge par la ville. Est-ce qu'on peut les chiffrer, cela? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui. On va en parler tout à l'heure. Hein, parce que ça, c'est marqué dans l'extrait du CCF du complément. Donc, simplement vous rappeler que lorsque, bon, on fait un petit peu d'histoire, mais Espol, avant d'être installé sur l'hôpital dans ce bâtiment, était installé au sein de l'usine Total à l'époque. Et donc, évidemment, c'était une location gratuite, puisque Total mettait les locaux gratuitement à disposition. Mais d'autres réseaux lorrains étaient installés dans des bâtiments publics et payés encore plus cher. J'ai eu la chance à l'époque d'être élu président d'Espol, et donc c'est moi qui ai proposé ce transfert, d'abord pour une question de neutralité et d'objectivité par rapport à la mesure de la qualité de l'air. Ce n'est pas normal que ce soit les industriels seuls qui aient la compétence de cette mesure, d'autant que le directeur était également un ingénieur de Athéo à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle ce loyer était relativement important, ça nous a bien aidé pendant toutes ces années. Et c'est vrai que ça représentait quelque chose un bond en avant considérable par rapport au loyer qui était encaissé avant 2001 dans le grand bâtiment qui se trouve à côté, où sont aujourd'hui installés des logements, puisque ce grand bâtiment rapportait, le bâtiment EFFE, espace formation emploi de l'hôpital, rapportait 12 000, je dis pas de bêtises, 1200 € par an. 1200 € par an. Bon. C'était, pardon. Ah non, c'est pas, non, 1200 €, non, j'en ai euros par an. Donc on est passé de 1200 € dans les bâtiments à 16 000 dans l'autre. C'est vrai que c'est une bonne opération. Aujourd'hui, je répète, si on retrouvait quelqu'un qui nous loue le bâtiment à 16 000 €, ben on est preneur. Mais comme l'a dit Roland, le but n'est pas du tout le même ici. Hein. Je crois que c'est une démarche sociale qui leur vient en aide aux mamans qui travaillent et qui ont besoin que les enfants soient gardés. Oui. Je voulais juste dire que l'idée est bonne, mais il faut se dire effectivement que c'était prévu que vous fassiez, c'était un de vos projets lors des dernières élections municipales, de mettre en place une crèche, voire une garderie communale, voire intercommunale. Est-ce que ça restera d'actualité sur cette mandature, ou bien on va exclusivement être derrière ce projet dont on parle ce soir, parce que vous aviez dit qu'il y aurait possibilité qu'il y ait des enfants de l'hôpital qui puissent s'inscrire à cette garderie et non pas que des enfants de chez Total ou d'Arkema. Donc ça veut dire que le projet d'algarderie sur l'hôpital est vraiment en stand-by. C'est une actualité. Non, absolument pas, hein, puisqu'on a opéré les premières démarches, le diagnostic a été fait sur la commune et même sur la commune environnante pour savoir s'il était viable financièrement. Le résultat est positif. Et donc notre projet n'est pas du tout abandonné, au contraire même. C'est-à-dire que si notre projet, qui sera un projet de maison de petite enfance, donc c'est plus à la garderie, qui serait un projet de maison de petite enfance, pourrait intégrer cette structure-là. Hein, je veux dire que si on veut à un moment donné réduire les coûts de fonctionnement du maison de petite enfance, il faut quand même compter, enfin à l'heure actuelle ça nous coûte, vous le savez, 110 000 € par an. Le projet demain devrait coûter à peu près autant, peut-être un petit peu plus, mais si on pouvait avoir la garantie que des entreprises, des grosses entreprises proches comme Arkema et Total achètent des places pour l'année qui leur serait réservée, ben c'est une garantie de ressources pour toute l'année qui diminue d'autant le fonctionnement qui sera payé par la commune. C'est ça un petit peu l'idée. Hein. En tout cas, ce projet-là pour l'instant n'est pas réalisé, c'est en cours. Moi j'espère qu'il se fera, mais on n'a pas de garantie. Mais il est complémentaire de notre projet à nous et non pas en concurrence. Hein. Voilà. Oui. Je pense quand même qu'on aurait pu éventuellement demander à cette crèche qu'elle
qu'elles prennent au moins une partie de nos enfants, étant donné que le prix dérisoire qu'on leur fait pour la location, on aurait pu leur demander au moins 10 ou 20% d'enfants pris de la commune, et pas uniquement réservé à FEMA, en espérant qu'un jour ils en aient pas assez, qu'ils en prennent des chez nous, quoi. Mais nous, on n'est pas partie prenante financièrement là-dedans, en aucune façon. Donc, si on n'est pas partie prenante financièrement, on n'a pas droit à la parole, on n'a pas à dire, on exige que. Mais je l'ai dit, ce sont prioritairement des enfants totalement FEMA, mais pas exclusivement, donc, des enfants d'hôpital pourront éventuellement, s'il reste des places, et ils seront demandeurs, évidemment, parce que ce qui les intéresse, c'est que toutes les places soient occupées tout le temps. Il ne faut pas oublier non plus que la halte garderie qui fonctionne à Soldin continue à fonctionner. Donc on a déjà, notre population d'enfants est déjà accueillie. Le surplus pourrait, selon le nombre de places disponibles, être intégré dedans. Donc ça reste positif. D'ailleurs, pour la garderie de des collines, il y a des gens qui m'ont demandé si on ne pourrait pas un peu leur remettre un coup de peinture, un coup de note dedans aussi. Hein. On fait régulièrement des travaux, comme dans les écoles. Monsieur de Reichstadt, C'est des remarques que je reçois. Monsieur de Reichstadt, si je vous donnais le montant des travaux qu'on y fait tous les ans, à la demande de la directrice, parce qu'on a d'excellentes relations avec les responsables de la SPH, ça se passe très bien, et régulièrement, on fait des travaux de peinture associés à ça. Comme dans les écoles. Comme dans les écoles. Alors, bien sûr, il y a une poignée de porte et blanche qui n'a pas été repeinte, c'est possible. Voilà, pas d'autres questions? Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette mise à disposition? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 9. Location du logement situé au-dessus de l'ancien poste de police. Je passe la parole à Mme Ordonnet. La commune de l'Hôpital est propriétaire d'un logement situé au 19 rue de la Mairie, au-dessus de l'ancien poste de police. Ce logement d'une superficie de 100 mètres carrés, cadastré section 1 parcelle 14, respecte les normes actuelles d'habitabilité et se trouve vacant. Il est proposé de louer ce logement à un agent communal et d'autoriser M. le maire à signer le bail de location à intervenir à compter du 1er décembre 2014 pour une durée de 9 ans avec une révision tous les 3 ans. Le loyer mensuel est fixé à 250 € en raison d'une activité de surveillance du CIPISTAD confiée à cet agent. L'eau, l'électricité et le chauffage étant à la charge du locataire. La recette correspondante sera imputée au chapitre 752. Voilà. Donc le locataire actuel quitte les lieux. Il se trouve donc que ce logement est vacant. Et le personnel communal, pour la quiétude des riverains du stade, s'occupe déjà à l'heure actuelle de fermer le portillon qui donne accès tous les soirs, de l'ouvrir tous les matins. Et c'est la raison pour laquelle donc, le loyer a été minoré. Ça me semble normal, parce que si on comptait ce que coûterait une personne qui viendrait faire spécialement ce travail tous les jours, on serait bien au-delà de cette minoration. Oui? Le loyer était combien avant? Pardon? Quand il était occupé, il était combien le loyer? Je ne l'ai pas en mémoire exactement, mais à peu près 400. 150 € pour fermer les portes, finalement. Ça fait 1 heure par jour, lui qui ne fait pas 30, c'est quand même. Il faut 1 heure pour fermer les portes. Tu es entrepreneur, comment ça coûte 1 heure? Travail. Et le SMIC, ça fait combien? Ça fait le loyer complet. Excuse-moi. Ça fait le loyer complet, hein, 400 €. Pas besoin de calculer. Alors qu'il y a des citoyens à côté qui sont capables de le faire. Bénévolement. Il y a des citoyens référents à côté qui sont capables de le faire, bénévolement. Parce qu'après, il n'y a personne qui s'est proposé. Si, il y avait 2 personnes qui sont résistées après, qui ont dit non, on ne le fait pas. Donc il faut venir le soir à 8 h tous les jours. En gros, non, ça peut venir quand même. Si, il y en avait 2. Derrière de la rue, là. Ils sont rétractés. Le souci, l'idée est bonne, hein, une fois de plus. L'idée est bonne, mais je crois que ça ne va pas résoudre le problème parce que ça fait vraiment un peu de recul par rapport à Cipistad. Et c'est vrai que j'ai des retours un petit peu du voisinage et c'est vraiment. Ça va être compliqué. On avait eu à l'époque à Cité Collines, je me rappelle, c'est une erreur monumentale qui avait été faite, hein, ça je l'accorde. Mais là,
peux te dire Dommage, que mais il faut faire des depuis, trucs pour les jeunes. Hein. Je dis pas qu'il ne faut pas faire de choses pour les jeunes. je peux te dire que depuis qu'on a mis une personne pour fermer le soir à 20h, Ça va mieux? je n'ai plus le coup de téléphone. Ah, bah, c'est Avant, bon. j'en avais vers 22h, 23h, 24h. Ok. Mon téléphone est chez moi à la maison. Depuis que c'est fermé le soir à 20h, je n'ai plus le coup de téléphone. Ouais, mais À part avant-hier, où D'accord. c'était il y a 3-4 jours, où ils ont cassé la serrure, où le soir, ouais, mais je pense pas que ça à 20h30, c'était ouvert. Ouais, ça, Si va j'avais un coup surtout de être, téléphone. ça va surtout être sur les périodes estivales à partir de mai jusqu'en septembre. C'est là qu'on va avoir Les des caméras problèmes. aussi, hein. Ouais, mais on sait qu'il y a des caméras, mais le problème c'est que les gens vont être vachement dérangés à ces périodes-là et on a un peu de recul. Bon, il n'a pas fait très beau pendant l'été, mais je vous garantis que le jour où il va faire un bel été de mai à septembre, les voisins, les gens, en tout cas ceux qui sont collés à ce site stable, elles vont péter les plombs, ça c'est Mais sûr. là, ça fait 2 mois que c'est en cours quand même, hein. Ça va. Non, mais je crois que Ouais, ça non, fait- après c'est juste voilà, une C'est dérogation. pas c'était, oui, effectivement. Après, voilà, ça va être compliqué. Je pense qu'on aurait peut-être pu demander aux gens avant de réaliser un projet. Et peut-être qu'on se serait rendu compte que c'était peut-être pas l'endroit idéal pour mettre ce type d'infrastructure. Après, il faut trouver un endroit, je le conçois. Mais c'est vrai que nous, on a beau parler, mais on n'habite pas à côté du site stade, pour la plupart. Nous, on ne souffre pas, on rentre chez nous, on est tranquille. Peut-être que ceux qui habitent à côté, les 5-6 familles, elles galèrent. Voilà, c'est juste après Bon, un constat. Un constat, on hein. découvrira peut-être un jour que si tu consultes les gens pour réaliser un projet, Oui, non, mais je suis il y aura quasiment toujours des réponses négatives. Enfin, je crois que c'est une question de comportement citoyen. Ce sont des gens, je pourrais vous citer, non, je le dis là, dans des rapports. Mais en 2001, quand j'étais élu, 15 jours après, j'ai reçu ici un groupe d'enfants du quartier qui réclamait un espace de jeu. Je n'ai pas si dit ça, un espace de jeu. Aujourd'hui, les parents de ces gamins ont signé la pétition contre le site d'histoire. Bien sûr, les gamins sont grands, ça les concerne plus. Alors, je crois que si on veut que la site d'histoire ne gêne pas, il faut le construire à l'extérieur des villes. Ça existe, mais il faut public. Voilà, donc on a le choix. Où on fait un équipement qui sert, et en plus, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que l'école Joseph Létranger est un plateau sportif. Hein, vous venez le matin à 10h tous les jours, les gamins des écoles sont là, ils sont sur le plateau sportif. Moi je crois que c'est bien. Alors là, pour calmer un petit peu le jeu, on ferme le soir à 8h, on ferme les dimanches entièrement fermés, ce qui est un petit peu stupide, il faut reconnaître. Ouais, stupide. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? On est assailli de coups de fil, de gens qui n'ont, à mon sens, absolument pas l'esprit citoyen. C'est regrettable, mais aujourd'hui c'est comme ça. Chacun doit midi à sa porte. Et on téléphone même parfois quand il fait mauvais. Je veux dire, quand les gens ne sont pas dehors. On peut imaginer quand il fait beau, qu'ils veulent être sur la terrasse, etc. Ils sont un petit peu gênés par quoi? Par le cri des enfants qui s'amusent. Bah écoutez, c'est un peu déplorable. Un peu déplorable. Le terrain était déjà dévolu avant à la petite enfance, puisque c'était une aire de jeu, bon, et qui, n'ayant pas été entretenu suffisamment, a dérivé, et c'était des gens non désirables non plus, avec des problèmes de seringues qui gênaient. Et aujourd'hui, on a quand même restitué le bon droit de ce terrain à son objet initial, et ça rend les services également à l'école, puisque eux peuvent venir également faire des Ah ouais, complètement, d'école. Donc il y a cette proximité-là qu'on a tendance à oublier. On voit que la nuisance du soir, mais l'école est centrale dans la journée. Voilà. Mais il y a quand même nuisance. Faut pas Forcément, oui. Bien, voilà. Alors, où est-ce qu'on a été là? Oui, on a été au poste de police. On a dévié sur le Finistère. Oui, hein. Alors, concernant cette location, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant, qui est un point technique. Délibération portant création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Je passe la parole à Valentine. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à son article 33.1, vu le décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale, considérant qu'un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ce qui est le cas de la
questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne, c'est logique. Qui s'abstient? Personne, c'est encore logique puisque c'est la loi. Malgré tout, on nous demande de délibérer. Voilà, point 11. Modification des conditions de travail d'un poste d'adjoint technique dans le cadre du dispositif contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement de l'emploi, CUI, CAE, dans le cadre du décret du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement de l'emploi. Il est proposé de modifier les conditions de travail d'un poste d'adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI, CAE, en fixant la durée de travail à 20 heures hebdomadaires. Ce contrat d'une durée initiale de 12 mois renouvelable prendra effet le 1er octobre 2014. Voilà, donc c'est un emploi, si vous voulez, qui existait budgétairement, mais à mon avis, je ne passe pas au conseil municipal parce qu'il va être adapté, puisque c'est un contrat de 20 heures, donc aidé par l'État. Oui, C'est un contrat qui était juste dans le budget, mais qui n'a jamais été utilisé, quoi. c'est ça. Pas d'autres questions? Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à ce point? Qui s'abstient? Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 12, qui concerne la décision modificative numéro 1 du budget principal. Les opérations de fonctionnement programmées dans le budget principal 2014 nécessitent les ajustements suivants. Il convient d'abonder l'article 259-23-15, installation matérielle et outillage technique, de 10 000 euros. Je répondrai après au contenu, si ça, je peux le faire tout de suite. Ça concerne l'opération surveillance des caméras qu'on a mis en ligne, cette partie spécifiquement. Il convient d'abonder l'article 227-23-13, construction d'un montant de 90 000 euros. Donc là, construction, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est différents bâtiments dans la ville, c'est notamment la mise en conformité du bâtiment qu'on a proposé de louer, c'est notamment des réflexions de toiture, c'est notamment la pose d'un élévateur, etc. Ça marche encore. Voilà, donc c'est que des opérations sur différents bâtiments communaux, 90 000 euros. Il convient d'abonder aussi au chapitre 187, 23, 15, installation matérielle et outillage technique de 5 000 euros. Ça concerne les révisions de toiture du centre de vacances de Hazelbourg. Il convient également d'abonder le chapitre 20, 205, concession et droits similaires, brevet, licence logicielle, je ne fais pas de commentaires, tout est dans le titre, de 15 000 euros. Il convient aussi d'abonder le chapitre 23, 15, installation matérielle et outillage technique de 25 000 euros. Ça concerne l'achat de l'immeuble Zébiche dans la rue de la Lucette. Voilà. Il est proposé pour financer ces opérations de ponctionner le compte 267 23 15, installation matériel et outillage pour une somme de 5 000 euros, et le compte 204 21 52, installation de voirie de 140 000 euros. Donc on fait une modification budgétaire, un changement d'affectation. Il y a 145 000 euros de dépenses pour les compléments de modification et 145 000 euros de fonction sur le chapitre existant. J'ai une là. On est 25 000 là.
pour l'immeuble des Éluches. Oui, mais c'est prévu dans le budget initial, c'est sur des têtes de chapitre qui portent ces noms. En fait, il y a une acquisition foncière, le bâtiment public qui est dans le nouveau état, et il faudra déblayer tout, et c'est une opération d'investissement qui n'a pas été prévue du budget. En fait, la démolition. Ah, c'est la démolition. La démolition n'avait pas été prévue. Pas l'achat. Donc voilà. Oui, l'achat a déjà été programmé il y a plusieurs années. Oui, ou des 58 000 ou un truc comme ça dans le budget principal, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moi j'aurais pas une autre question. La nouvelle fresque qui est au monument capitaine d'Aupry, elle est sur quel budget celle-là? Budget municipal, puisqu'il n'y a pas de vote au conseil municipal. Dans le budget principal, il y a des lignes qui sont parfois des intitulés assez vagues et on se sert de ces lignes, évidemment. Donc il n'y a aucun problème. Et maintenant autre chose avec l'histoire de la subvention donc, du terrain de foot, donc les 64 000 € qui manquent. Est-ce qu'il y aura une rectification du budget ou quelque chose là-dessus aussi? Parce que bon, le budget était à 260 000 €. Hein. On verra ça à la fin de l'année quand on fera le compte administratif. Hein. Il faut en tenir compte à ce moment-là, à moins que votre ami et votre soutien ne changent d'avis et qu'il nous verse ces 80 000. Ouais. C'est l'ami. Il y a aussi des sénateurs, je crois, de ce qui est public ici. Ah. Donc, je crois qu'il y a une grande connivence là, une grande solidarité dans le combat contre les intérêts des habitants de notre ville. Ah non, Grande solidarité. il n'y a aucun combat contre les intérêts. Alors, écoutez, 80 000 €, il faut quand même les trouver. Hein. Il faut quand même les trouver. Je vous le dis. Et ailleurs, ils sont versés, je vous le dis aussi. Ça, c'est un cas unique dans le département de la Moselle. Alors, je ne sais pas si c'est pas moi qu'on publie, hein. C'est pas moi. Ce sont les administrés, tous les administrés de la commune sont publiés. Hein. Voilà. Alors, qui s'oppose à cette décision modificative? Personne qui s'abstient. Alors, 5 et 3 liste Gilles. Voilà, donc 8 abstentions. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 13, attribution des subventions exceptionnelles. Monsieur Wiener. Vous êtes informé qu'une demande exceptionnelle de subvention a été adressée à la commune de la part de l'association Culture et Progrès pour un montant de 18 000 €. Il est proposé de donner suite à cette demande et de verser à l'association une subvention de 18 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574. Voilà, donc on vote tous les ans une avance sur subvention pour Culture et Progrès. Ici, il ne s'agit pas d'une avance sur subvention, il s'agit d'une subvention supplémentaire pour boucler l'année, puisque vous savez que la salariée de l'association est partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle de contrat et que, bien évidemment, ça se négocie et donc il a fallu verser une prime de départ. Donc le budget 2015 de Culture et Progrès sera impacté par ce départ, mais pas encore en 2014 parce que la prime était quand même conséquente et voilà, et qu'il reste à payer toutes les caisses jusqu'au mois d'août. Voilà. Des questions? Eh bien, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Merci.